Bonjour Damien et merci d'avoir accepté l'invitation sur Gen AI for Health. Bonjour Younes, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Tu es président de Praxis Santé, une startup fondée en 2023 qui développe des solutions d'IA et d'IA générative en santé. Pour planter le décor, j'aurais deux questions. La première, c'est votre parcours. Vous avez 15 ans d'expérience ou plus sur les startups, le conseil, l'industrie. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une health tech. Pouvez-vous nous présenter un peu plus votre parcours et surtout, qu'est-ce qui vous a amené vers la santé et l'IA en santé? Oui, volontiers. Donc, je suis dans la santé depuis 3-4 ans, mais c'était pas mon industrie de départ. Si on part de l'école, j'ai étudié les computer sciences en France, à Singapour. J'avais des premiers projets d'entrepreneuriat à l'époque sur les publicités intelligentes. Il y avait déjà de l'analyse du langage. C'était il y a 15 ans, mais les technologies n'étaient pas aussi matures que maintenant. Ensuite, j'ai travaillé pas mal dans l'industrie, à la fois en conseil ou des rôles un peu plus opérationnels, beaucoup en agroalimentaire, un peu plus proche de la santé. Et j'ai eu l'occasion de diriger en DG adjoint et directeur produit BizDev 2 startups, une sur des machines à eau pour remplacer l'eau en bouteille en plastique, donc avoir un produit plus durable. Et la deuxième, ça a été de développer des robots autonomes de surveillance et sécurité, où j'ai designé le premier robot autonome qui protégeait des aéroports, protégeait des métros aussi à Lyon. Des industries de hardware assez difficiles. Le hardware, c'est des cycles longs, hein, avec pas mal de barrières à l'entrée. Et donc, fort de ces expériences, je connaissais aussi la santé en ayant accompagné, entre autres, la Poste Santé qui a beaucoup investi dessus. Et j'ai décidé de lancer avec plusieurs ingénieurs il y a 3 ans Praxis Santé, avec l'idée qu'on pouvait faire des modèles d'IA pour bien comprendre le langage médical et soulager les soignants et les patients, et des modèles d'IA souverains. Donc c'était au moment où ChatGPT arrivait, donc de se dire qu'on pouvait faire des alternatives souveraines installables dans les hôpitaux notamment. Intéressant. Et du coup, en parlant de l'arrivée de GPT, moi, j'avais par curiosité une question. Est-ce que le projet, quand même, il existait avant, même juste en idée, ou ChatGPT était quand même le catalyseur pour lancer Praxis Santé? Ouais, alors avant ChatGPT, je réfléchissais un peu au cas d'usage, donc il y a l'imagerie qui était assez mature. Il y avait déjà du traitement du langage pour de la structuration de données avant ChatGPT, mais c'était pas non plus super mature. Donc oui, ChatGPT était le déclencheur. Donc on peut dire limite merci aux Américains qui l'ont lancé. Donc on a commencé à programmer la solution vers janvier, février 2023. Donc 2 mois après, hein, que ChatGPT soit lancé. Mais dès le début, on a cherché à avoir nos propres solutions, donc construire nos propres modèles en les benchmarkant à ce qui se faisait sur ChatGPT. Mais on a cherché dès le début à être indépendant de ces solutions-là, pour maîtriser l'évolution de notre produit et vraiment proposer une alternative souveraine. Mais oui, ça a été clairement l'accélérateur, puisque par exemple, vous aviez déjà de la reconnaissance vocale médicale, de la dictée, mais c'est que depuis l'arrivée des LLM qu'on a pu faire des comptes rendus bien rédigés, hein. D'accord. Très, très clair. Là, en fait, je veux bien qu'on s'arrête un moment sur les cas d'usage que qu'offre la Gen AI en santé. On a vraiment un landscape qui est très, très large. Mais pour ceux que Praxis Santé adresse aujourd'hui, quels sont les cas d'usage phares? Et surtout, qu'est-ce qui drive la priorisation de ces cas d'usage chez Ouais. Praxis Santé? Alors, pour faire simple, on a 3 familles de cas d'usage. Mhm. On a ce qui va être documentation, puisqu'il faut documenter les actes médicaux, les soins, les informations des patients. Donc, documentation médicale. Dedans, il y a la dictée. Donc, c'est le médecin parle tout seul, cher confrère, virgule. Mhm. Ou le scribe ambiant, j'écoute tout. Donc, ça, première famille de cas d'usage. Deuxième, c'est le parcours patient, qui est très large. C'est tout ce qu'on peut faire pour faciliter l'accès des patients au médecin et inversement, pas faire perdre de temps au médecin si un patient annule un rendez-vous. Automatiser des réponses qui sont faites par les secrétariats, donc callbot, chatbot, préadmission. Et troisième cas d'usage, et on cherche à connecter les trois, hein, depuis le début de la création, c'est la structuration des données pour en faire autre chose que juste soigner le patient, réutiliser ces données pour la recherche clinique, trouver automatiquement le meilleur essai clinique, avoir des données structurées pour mesurer l'efficacité des traitements, faire des cohortes, mieux comprendre certaines maladies comme le fibrome. Donc on a ces trois familles-là. On ne pouvait pas tout faire en même temps. On a commencé plutôt par la documentation,
qui est dictée et scribe ambiant. D'accord. D'accord. Ça, c'est très intéressant. Ça fait une bonne transition. Peut-être on va s'arrêter sur ce premier produit. Du coup, c'est Praxis Consultation, sur cette partie scribe ambiant et documentation. Donc aujourd'hui, ce produit, il vise à résoudre quel problème? Déjà, il s'adresse à qui comme cible et il vise à résoudre quel problème aujourd'hui? Alors, il s'adresse à tous les professionnels de santé, même ceux qui voient pas des patients, puisqu'on, si je vois un patient, je me dis, bah, je fais un compte rendu pour moi et pas le patient. C'est plutôt des comptes rendus internes au départ pour que les médecins puissent communiquer entre eux, c'est-à-dire un médecin généraliste fait un courrier, une lettre d'adressage pour un spécialiste fait un Mhm, courrier de suivi pour tenir au courant le médecin traitant. Il faut le temps de rédiger ces courriers. Ça prend 3, 4, 5 minutes par consultation, une grosse charge administrative et toujours avec cette problématique que si la donnée n'est pas structurée, si jamais je voulais une recommandation médicale, j'ai besoin de structurer ces données pour avoir la recommandation médicale. mhm, mhm, Si jamais je voulais trouver un essai clinique, je dois avoir structuré ces données. Donc, le premier objectif, c'était que la documentation devienne plus fluide. C'est assez difficile de mesurer des gains de temps hein, en réalité parce que les médecins sont pris entre deux consultations et ils peuvent pas forcément dire s'ils ont gagné 1 minute, 30 secondes. C'est difficile à mesurer. mhm. Quand j'ai tous les professionnels de santé, donc un kiné a besoin de faire des comptes rendus, un ostéo aussi, un chiropracteur, un neuropsychologue, un psychologue. Donc c'est très vaste, puisqu'en France, bon, on va avoir et on fait 6 pays en tout, hein, dont le Moyen-Orient. On va Mhm. avoir donc environ 200 000 médecins, mais il y a autant de d'autres professionnels de santé hein, qui ont besoin de ce type de solution pour bien documenter, mieux suivre leurs patients et aller plus vite sur faire des courriers hein, qui sont nécessaires au suivi des patients. D'accord. Et du coup, en fait, il y a cette partie aide à documenter, donc pour les professionnels de santé, on va dire divers et variés. Mais est-ce que du coup, Praxis Santé intervient aussi pendant la consultation avec le patient? Alors l'idée, oui, c'est que ça tourne en temps réel pendant la consultation. Pour que le médecin, on a beaucoup travaillé sur les temps de réponse des comptes rendus. Par exemple, une consultation de médecine générale, c'est 8 minutes. Le compte rendu sort en 5-7 secondes, donc Mhm. assez rapide. Mhm. Pourquoi il faut aller vite? C'est que depuis ce compte rendu, et ça c'est ce qu'on lance hein, en ce moment, parce que c'est un ensemble de solutions qui se complètent, c'est avoir des recommandations médicales officielles. Donc, disons, je suis pas certain de la prise en charge à proposer au patient. Compte rendu sort en 5 secondes et 5 secondes de plus, je peux avoir une recommandation médicale, hein, par exemple. Derrière ça, si je suis en hospitalier, disons que j'ai un passage aux urgences à faire, le médecin va être vu par plusieurs spécialistes, il va devoir être suivi ailleurs. Il faut qu'il récupère un document hein, pour dire on a fait tous ces soins, voilà ce qu'il faut surveiller. Ça, à date, par exemple, dans les hôpitaux, c'est difficile d'avoir un courrier de passage aux urgences. Donc, on a besoin de l'IA. Et là, c'est encore plus complexe puisque j'ai 3, 4, 5 professionnels de santé qui documentent chacun pas de leur côté, mais ensuite, il faut consolider tout ça. Donc, alors, on a plusieurs niveaux de compte rendu à pouvoir produire. Soit le médecin tout seul, c'est plus facile, soit un ensemble de professionnels de santé. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, vu la cible qui est assez diversifiée, j'ai une question par rapport à l'intégration dans le SI ou dans les outils réguliers utilisés par cet écosystème. Aujourd'hui, comment se présente le produit Praxis Santé, Praxis Consultation, pardon, et comment il s'intègre à l'écosystème de produits existants? Ouais, alors c'est un très bon point. C'est un des premiers freins avec la formation hein, aussi des utilisateurs, hein, indépendamment des solutions. Les médecins, que ce soit en libéral ou en hôpital, ils ont déjà un logiciel. Ils vont peut-être changer tous les 8 ans le logiciel ou même 12 ans pour un hôpital. On n'a pas forcément la capacité à remplacer tout le logiciel hospitalier, hein. Elle est pas très forte cette capacité-là. Donc on a cherché à s'intégrer nativement dans les logiciels qu'utilisaient les médecins. On est intégré dans des logiciels de médecine libérale comme CGDIM, Maya Médecin, Follow, c'est plutôt utilisé par des chirurgiens, mais pas que. Aussi Cardio Premier utilisé par des cardiologues, ça c'est oui, e-docteur utilisé par des chirurgiens esthétiques ou docteur manager, donc il y a des logiciels un peu spécialisés par groupe de spécialité, hein, c'est la réalité du marché. Et côté logiciel hospitalier, d'autres logiciels hein, comme Mencare, Software, Easily, Evolucare, JI Healthcare, voilà, donc, c'est une douzaine de logiciels. Donc on cherche à s'intégrer nativement. On a même trouvé que c'était pas suffisant.
qu'en plus d'être intégré nativement dans des logiciels, là, on vient de lancer une application installée sur le PC ou le Mac ou le Linux qui tourne localement pour qu'il n'y ait pas de friction avec la technologie, donc avec un SSO, avec l'hôpital. Donc, il est connecté tout de suite. L'app est sur son PC, elle se lance toute seule. Et il peut dicter dans n'importe quel logiciel, par exemple. Donc, on aurait fait des applications sur PC et on est d'ailleurs le seul acteur à pouvoir faire tourner le modèle localement en France avec un haut niveau de précision. On cherche à être à la fois dans le logiciel médical déjà utilisé, et aussi avoir une application sur PC où j'ai pas à m'embêter à ouvrir la page web, j'ai pas à me reconnecter, et qui peut dicter dans n'importe quel logiciel et qui peut transférer le texte partout. Donc ça, c'est vachement important puisque s'il y a la moindre friction avec la technologie, on perd beaucoup d'utilisateurs. Il y a aussi beaucoup d'autres enjeux à ça qui sont personnalisés, les comptes rendus par praticien, un médecin du sommeil, un psychiatre, un pédopsychiatre, et même au sein d'une même spécialité, n'ont pas les mêmes habitudes de documentation. Très, très clair. Et du coup, ça m'emmène vers un aspect un peu plus technique. On va rentrer un peu dans le moteur de ce produit Praxis Consultation et comment l'IA générative intervient là-dessus. Donc, première question, est-ce que du coup, vous vous appuyez sur un LLM existant, open source, ou vous avez quand même pris un modèle que vous avez fine-tuné sur le besoin? Ouais. Alors, on s'est appuyé sur des technologies open source pour, in fine, vraiment construire notre propre technologie par la suite. Donc, avant de parler de l'LM, la reconnaissance vocale, ça peut être fait par des LLM, mais pas que. Donc, nous, on a le choix d'un modèle plutôt plus petit, monolangue, puisqu'on est plus précis qu'en multilangue, même si on fait quelques modèles bilingues, espagnol, catalan ou arabe, anglais, on en fait quelques-uns. Et là, c'est pas un LLM, c'est plus déterministe. Donc, c'est un encodeur qui analyse les propriétés acoustiques, il y a un décodeur qui prédit des syllabes. Et après, il y a encore d'autres choses, c'est un peu comme un moteur de voiture. Il y a un dictionnaire très complexe à maintenir parce qu'il y a 1 million de mots, et des modèles de correction grammaticale, des modèles de correction de contexte. Donc, tu manques de fer, c'est FER, pas FAIRE, selon le contexte. Je vais vous prescrire de l'attaquant, c'est un médicament, mais c'est comme le mot attaquant, il y a tous les homophones. Donc c'est un ensemble de modèles qui permettent d'avoir un bon niveau de précision selon le contexte. Et on fait des tout petits modèles pour pouvoir l'installer sur le PC et être beaucoup plus compétitif que tout ce qu'il y a sur le marché qui est essentiellement américain, où là je suis dans les 70, 80, plutôt 150 € par utilisateur. Et notre choix, c'est de faire des plus petits modèles pour les héberger localement et être plus compétitifs. D'accord. Ça c'est la partie reco-vocale. Sur le compte rendu, c'est fait par des LLM. On prend des LLM open source comme Llama, Mistral ou d'autres. Il y a quand même un travail pour leur apprendre à mieux rédiger médicalement. Il y a un travail de connexion à des bases de données médicamenteuses pour qu'ils mettent pas n'importe quoi comme médicament, pas n'importe quoi comme posologie. Quand on est sur des synthèses de dossiers patients, pouvoir tracer l'information, montrer telle donnée, tel antécédent d'insuffisance cardiaque, je l'ai trouvé à tel endroit dans tel texte, et garantir qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Donc, on a fait plusieurs publications à ce sujet, comme un système anti-hallucination, et on fait en sorte là de plus en plus de pouvoir tracer l'information, donc dire tel mot, je l'ai trouvé dans tel document. Donc c'est des modèles plus spécialisés pour ça, pour l'extraction d'informations en vue d'ensemble, et on veut que ce soit le plus sécurisé possible. Et sur, par exemple, les synthèses de dossiers patients, on est en cours d'évaluation clinique pour en faire un DM de classe 2A aussi, donc faire monter le marché en gamme par rapport à l'exigence de sécurité médicale. Je vais pas tout te dire, je vais gagner du temps, ok, mais il faut pas faire d'erreur médicale non plus. Oui. Très clair là-dessus et du coup, ça m'emmène vers 2 questions. La première, en parlant de données sensibles, données médicales et cetera, il y a ce volet de confidentialité. L'outil, il est installé, chez le médecin ou chez le professionnel de santé, mais les données, elles sont hébergées, du coup, dans des serveurs de Praxis Santé, ou vous proposez aussi l'hébergement local chez les médecins ou chez les établissements qui en ont?
Oui, alors donc c'est soit hébergé dans chez des hébergeurs qui ont le certificat hébergement de données de santé, hein, donc on a Scaleway comme hébergeur. On a aussi Mhm. des propres serveurs hein, chez nous, mais c'est plutôt pour l'entraînement hein, des modèles sur des données synthétiques ou augmentées. Et pour l'exploitation, oui, on propose les deux. Soit mettre une machine dans l'hôpital et sur des petites machines à partir de 4 000 € qui vont pouvoir traiter en plus plusieurs cas d'usage, hein, donc des chatbots, des callbots et de la dictée. Et même donc là je disais ça va pas marcher sur les anciens PC, mais sur les PC les plus récents, cette application PC qui permet que le modèle, au moins sur la partie reconnaissance vocale, pas toujours sur le compte rendu, mais sur la dictée ou reconnaissance vocale, tourne localement sur le PC. Ce qui a un double intérêt, c'est que les données partent pas aux États-Unis, à nouveau, et en plus c'est plus économe hein, en consommation énergétique que de transférer des données et de les renvoyer, Mhm. et même en coût de fonctionnement puisque utilise mieux les capacités hardware qui sont un peu partout. D'accord. Donc ça, c'est très clair. Après, l'autre question qui vient, c'est sur l'évaluation. Un outil comme Praxi Consultation, surtout sur ce volet qui utilise des LLM, comment on décide qu'il est prêt à être utilisé en conditions réelles? Donc, de l'expérience de Praxis Santé là-dessus, comment vous avez dit, c'est bon, c'est le moment, on peut le proposer au marché? Voilà. Donc ça, c'est une première partie de la question et j'ai une deuxième partie que je poserai après. Pour remettre un produit sur le marché, il faut qu'il devienne mature, donc c'est un cycle assez long, hein, puisqu'on a démarré il y a 3 ans pour ça. Comme je disais, ça va plus vite si je m'appuie sur d'autres pour faire les modèles et moi je fais que l'interface utilisateur. Nous, on a choisi de tout faire, donc ça est un cycle de développement plus long, de l'assemblage des machines à l'entraînement des modèles à l'utilisateur final, à s'assurer que le microphone SpeechMic qui a 6 ans, qui est dans l'hôpital, soit compatible avec les boutons qui fonctionnent. Donc Mhm. ça fait une chaîne assez longue en réalité, hein, parce que faut aller jusqu'à supporter les boutons du micro de tel hôpital. Donc pour considérer qu'il puisse être mis sur le marché, juste on peut donner, parce qu'on arrive à benchmarker hein, la performance des solutions. Donc j'ai parlé des problématiques d'ergonomie hein, avant, voilà. Et sur un aspect performance des modèles qui sont des sujets assez complexes quand même. Alors c'est plus simple pour la reconnaissance vocale. On vise, et c'est un peu un benchmark aussi par rapport à des solutions américaines, hein, autour de 97%. Il faut que ça marche dans toutes les spécialités, donc 85 spécialités qui ont chacune 2, 3, 5, 10 000 mots spécifiques. Donc autour de 97% de précision en dictée quand je parle dans le microphone. Quand on s'éloigne, c'est un peu moins bon, hein, donc ça va être peut-être 95%. Avec la déformation de l'acoustique. Donc ça, c'est sur la reconnaissance vocale. Et après, le produit final, c'est le compte rendu. On veut qu'il n'y ait pas d'erreur sur sur les informations médicales critiques pour la prise en charge, les antécédents médicaux, les traitements, les allergies. Donc là, c'est aussi tolérer zéro erreur là. C'est-à-dire Mhm. ne pas inventer d'informations. Mhm. Si j'écris que tu as du diabète dans ton compte rendu et que c'est pas le cas, c'est peut-être pas très bien. Mhm. Parce qu'on a une erreur de prise en charge. Donc c'est avoir même une tolérance zéro sur des informations critiques. Ça veut pas dire qu'on perd pas d'informations, Mhm. ce qui est difficile. Et là, donc voilà, par rapport à l'exhaustivité, c'est plutôt autour de 95%, mais voilà, c'est autre challenge. D'accord. Et donc voilà, beaucoup de métriques qu'on regarde pour assurer le plus haut niveau de sécurité. Mhm. Très clair là-dessus. Je reviens juste sur un point du coup par rapport aux utilisateurs et à l'adoption. Comment vous vous positionnez par rapport au retour ou à l'utilisation des outils? Du coup, par exemple, un compte rendu, quand vous formez les utilisateurs, vous demandez à ce que, en fait, comment ils se positionnent par rapport au rendu? Est-ce qu'ils sont quand même responsables de ce qui est dans le rendu et ils doivent relire les choses systématiquement? Est-ce que vous les conseillez? Ou en fait, il y a quand même une marge de, voilà, il y a des produits qui sont validés, que vous pouvez du coup faire confiance à ça et d'autres produits où vous devez aller creuser davantage les résultats qui sont donnés. Ouais, alors très bonne question. De base, on avait indiqué dans les conditions d'utilisation qu'il fallait relire le compte rendu, hein, donc on remplace pas le médecin, donc on n'a pas vraiment le droit de le valider un compte rendu médical à sa place. Il Mhm. faudra un niveau de certification très élevé pour faire ça, puisque c'est Mhm. proche du remplacement
du pro de santé, donc il doit le relire. Ce qu'on a fait, c'est on a un système, donc ce système anti-hallucination qui flague un peu en orange, qui est à relire en priorité. Peut-être pas encore parfait parce qu'il faut trouver le bon compromis entre pas avoir trop d'alertes. Donc si on est sûr que c'est faux, on supprime l'info. Si on n'est pas sûr, à relire par le médecin. C'est ça qu'on a construit pour lui faire gagner du temps. Est-ce qu'il y a des choses où il y aura plus besoin de vérification, c'est-à-dire qu'on l'automatise totalement et on considère qu'il n'y a pas d'erreur possible? Oui. C'est ce qu'on construit sur les synthèses de dossiers patients. Donc là, on fait une évaluation clinique on le fait avec des EHPAD, hein, parce qu'ils sont plus accessibles aussi que des hôpitaux, mais c'est le même principe, hein. Dossier médical de quelqu'un qui est en EHPAD, qui a plein d'infos. Et donc là, l'évaluation clinique va permettre de montrer, donc on compte les variables, hein, qu'a trouvé l'IA, les nombres d'erreurs. Il faut qu'on démontre, donc on a déjà pu le démontrer dans un projet avec la filière IA et cancer, c'est-à-dire qu'on avait plus de variables médicales intéressantes que trouvait l'IA que le médecin. Et on refait cet exercice-là en ce moment pour démontrer que ce principe d'évaluation d'essai clinique, que on peut se reposer dessus. Donc, il faut trouver plus d'informations que le médecin en moins de temps et qu'il n'y ait pas d'erreur aussi, hein. Clair là-dessus. Au début, en fait, tu as mentionné d'autres produits ou d'autres cas d'usage sur le parcours patient et la prévention. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus et surtout sur l'usage de l'IA générative sur ces deux thématiques très importantes? Oui. Alors, on avait commencé par les comptes rendus, mais on s'est vite rendu compte que c'était qu'un des problèmes du système de santé. Il y en avait plein d'autres qui étaient demandés et on voulait se différencier en ayant une suite complète de solutions d'IA générative souveraines. Donc, sur le parcours patient, on a rapidement eu des demandes, comme par exemple l'hôpital Foch, de faire un chatbot d'accueil patient. C'est-à-dire que le patient se pose des questions, ça vaut pour tous les hôpitaux, hein, donc sur quel est le prix du parking, quel est le tarif du IRM, je suis handicapé, comment j'accède, où est telle salle, etc. Donc, c'est plein de questions rébarbatives, hein, Mhm, qui peuvent être automatisées par les chatbots et les callbots. D'autres problématiques qui sont apparues pour lesquelles on a développé des solutions, c'est la préadmission. Donc, je vais être hospitalisé, il y a des documents à récupérer. Si ces documents sont pas récupérés, l'hôpital ne pourra peut-être pas facturer derrière. Donc, automatiser la récupération de ces documents. mhm, Pareil pour les relances de rendez-vous. Donc, les médecins ont beaucoup de no-show, hein. Ça peut être 5-10% de rendez-vous non honorés. Et ben, si on a des IA plus intelligentes pour faire confirmer au patient au bon moment, qui va venir au rendez-vous et sinon ouais, annuler le rendez-vous. S'il n'y a pas eu la confirmation, bah, on gagne du temps médical, hein, et c'est bénéfique dans les deux sens. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nos solutions pour le parcours patient et des callbots qui gèrent la prise de rendez-vous, hein, enfin, les questions courantes, la prise de rendez-vous et distinguer est-ce que c'est une urgence ou pas. Donc ça, c'est que le début de ce qu'on veut faire sur le parcours patient. On veut petit à petit que ces chatbots, notamment, et c'est de plus en plus utilisé, deviennent aussi des agents de prévention, donc des symptômes checkers, aussi mhm, certifiés DM, et qui est en fait, je suis un patient qui a tel symptôme où je n'ai pas trouvé, donc il y a le premier avis médical et le deuxième avis, c'est-à-dire on m'a donné un avis, mais en fait, c'est peut-être pas le bon diagnostic. Et donc là, c'est ce qu'on appelle symptôme checker, ça va être de pouvoir orienter le patient vers les examens complémentaires pour avancer dans son diagnostic. mhm, mhm, Trouver les bons professionnels, parce qu'ils sont pas tous au même niveau, hein, sur différents problématiques de santé, et aussi avoir un arbre de diagnostic pour le patient basé sur son dossier médical pour pouvoir lui donner factuellement, hein, et d'après l'état de l'art médical, les diagnostics possibles d'après un ensemble de données, hein. Voilà, mhm, donc ça ce sera les évolutions de la gamme produit, mhm. avec l'ambition d'intégrer le parcours patient et la documentation des pros de santé. Très clair pour le parcours patient. Et du coup, sur la partie prévention, c'est quoi les différents produits aujourd'hui de Praxis Santé? Alors, c'est pas partie prévention, on n'a pas encore lancé de produits spécifiques. On fait des pilotes avec des services de prévention, et ça va s'appeler Prévis Santé. Mhm, mhm. Et donc c'est ce que j'expliquais autour de symptômes checker, D'accord. qui est que en fait c'est l'amont, hein, de voir un médecin généraliste ou spécialiste. Bah, plus je suis efficace là-dessus, plus j'améliore la santé des gens pour des retards de prise en charge, hein, pour Mhm, des maladies qui pourraient être graves ou qui n'auraient pas été diagnostiquées malgré avoir vu des professionnels de santé. mhm, mhm. Et donc ça soulagera les patients et les professionnels de santé. Très clair là-dessus.
Alors, je souhaite maintenant passer sur un axe qui est très important, du coup, qui concerne l'ensemble de ces solutions qui utilisent du coup de l'IA générative. Donc, quels sont les principaux obstacles de par l'expérience, on va dire, de Praxis Santé et ton expérience avec ces produits-là, les grands obstacles qu'on rencontre, que ce soit technique, humain ou réglementaire, et qu'est-ce qui, toi, t'a surpris le plus dans ce parcours de construction de ces outils? Ouais, alors la très bonne question parce que c'est pas la technologie le plus difficile, même si c'est compliqué hein, de développer Mhm, tous ces mhm, modèles d'IA qui comprennent 1 million de mots. Non, le plus difficile est alors satisfaire l'utilisateur donc sur surtout l'expérience utilisateur qu'il n'ait pas à se reconnecter, on l'a déjà évoqué. Sur et que le style de rédaction lui convienne. En fait, pour pouvoir se mettre en place, on était évidemment confronté à ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc ils ont déjà des systèmes en place, ces systèmes sont fermés, il faut payer très cher. Un connecteur, c'est 30 000, un autre mhm, connecteur, c'est 30 000 par hôpital, hein, puisqu'il faut le repayer à chaque fois. mhm, Évidemment que c'est un frein, donc ça a été évalué par France Biotech, hein, c'est plus d'1 milliard d'euros ou 1,5 milliard mhm, l'interopérabilité, c'est-à-dire mhm, même plus que le coût des solutions elles-mêmes. C'est comme dire un peu les pneus de ma voiture, ils coûtent plus cher que la voiture elle-même, donc c'est peut-être pas très cohérent. mhm, Des systèmes plus ouverts, bon, il y a quelques certifications et quelques règlements, mais néanmoins les coûts d'interopérabilité ils restent là. Donc ce que je peux, malheureusement on n'a pas eu c'est pas nous hein, qui avons les baguettes magiques pour changer ça. Donc plus on exige de l'interopérabilité, bien sûr, au niveau ANS ou autre, bah, plus ça va aider. Peut-être même plafonner hein, ces coûts d'interopérabilité. Là, ce qui se passe, à vrai dire, c'est que comme ça coûte beaucoup trop cher l'interopérabilité, bah, les gens vont contourner. Ils vont dire, bah, je veux pas payer 100 000 euros de connecteur, donc je préfère faire un robot qui va aller chercher les informations dans le logiciel parce que l'interopérabilité est surfacturée. mhm, Après, on est sur des cycles longs hein, sur les hôpitaux. Donc, un hôpital qui aura un contrat Microsoft qui a une durée de 4 ans, il est renouvelé, 4 plus 4, 8. C'est pour une start-up, parce que vous pouvez attendre 8 ans sans gagner d'argent. Donc, plus il y aura de mise en concurrence de la part des hôpitaux, plus ils seront ouverts sur leur choix de solution, plus ils iront vite sur changer des solutions, pas attendre 10 ans, voilà. Et plus on aura de l'innovation en santé et des solutions plus efficaces. Donc, même, d'ailleurs, pas faire de contrat de 4 ans, faites des contrats d'1 an ou sans engagement. mhm, Prenez le meilleur. Voilà. Ne vous engagez pas sur 4 ans avec Microsoft ou d'autres ou mhm. Doctolib. Il faut que vous soyez plus flexible pour avoir les meilleures solutions. D'accord. Donc ça, c'est un grand des obstacles, c'est cette partie interopérabilité et accès à Et la. engagement contractuel aussi, voilà, Mhm. Ouais. qui est derrière. D'accord, d'accord, d'accord. Très, très clair là-dessus. Et je reviens sur un point important et je viens de savoir si chez Praxis Santé, vous avez des challenges là-dessus. C'est quand même on est sur des produits du coup, qui vont être utilisés ou qui vont servir du coup à la communauté médicale et donc l'implication du corps médical, même dans des phases amont du développement du produit est nécessaire. Est-ce que aujourd'hui dans votre équipe vous avez des experts médicaux? Est-ce que vous faites appel à la communauté médicale pour travailler avec vous lors des développements? Comment vous gérez cette partie de façon générale? Alors, on a, oui, pour la petite histoire, donc, j'ai pas fondé Praxis Santé tout seul, hein, c'était des médecins, hein, nos premiers actionnaires, hein, voilà, qui ont. Mhm, Voilà, on n'a pas trop d'investisseurs financiers d'ailleurs, surtout des médecins actionnaires, donc qui bien sûr vont donner leur avis sur qu'est-ce qui peut répondre à leurs besoins. Après, sur la validation médicale, oui, c'est un sujet important et toujours challengeant. Comme il y a plus de 80 spécialités médicales, je suis obligé de tester, évaluer ma solution avec au moins ces 80 spécialités. Sauf à dire, je fais l'impasse et j'en fais qu'une partie, mais ça marche pas pour nous pour vendre nos solutions aux hôpitaux. Faut pouvoir couvrir toutes les spécialités. mhm, Donc pour ça, ça impose alors même si c'est des bêta-tests, hein, de considérer chaque médecin comme un client et de faire le maximum pour le satisfaire sur les résultats. Alors, on pourrait aussi le rémunérer pour dire voilà mon avis sur le compte rendu, au mhm. risque de ne pas avoir un feedback objectif, hein, d'ailleurs. Donc, à mon avis, il vaut mieux considérer chaque médecin comme voilà, un utilisateur à satisfaire. Alors, si on ne satisfait pas, c'est perdu, mais Je comprends.
comprends parfaitement. Donc, en fait, comme on arrive un peu à la fin de ce podcast, je veux bien revenir sur des ouvertures ou des perspectives, déjà sur les prochaines perspectives autour de l'IA générative pour Praxis Santé. J'ai compris qu'il y a cette partie prévention. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives que tu veux mentionner pour Praxis Santé sur ce volet d'usage de l'IA générative? Le projet, j'en ai pas mal parlé, donc on cherche vraiment à avoir des IA qui intègrent le parcours de soins, qui soient intelligentes pour proposer des recommandations, que tout devienne, voilà, les gens maintenant sont, et surtout les médecins, habitués à poser des questions à des chatbots, donc j'ai des comptes rendus, je peux reposer des questions dessus. C'est ça qu'on vise en intégration. Et pour nous concrètement, alors ça veut dire voilà, de réussir à déployer donc plusieurs hôpitaux cette année, comme par exemple l'hôpital européen ou d'autres, ou le GHICL avec qui on est en pilote, et il y aura une grosse accélération en réalité, parce que vous savez, il y a les hôpitaux privés et publics, donc pas exactement les mêmes cycles, hein. Il y aura une grosse accélération sur les hôpitaux publics en 2027, donc on se prépare surtout à ça. D'accord, très clair là-dessus. Et donc, une dernière question. Du coup, toi, personnellement, si tu as une baguette magique et tu veux changer une ou deux choses demain matin pour que ça aille mieux sur l'adoption d'IA générative en santé, ce serait quoi selon toi? Je vais réussir à diffuser le podcast de Younes à 10 millions de personnes en une semaine. Voilà. Très clair pour moi. Bah, merci beaucoup, Damien, pour ce retour d'expérience qui sera sûrement très utile pour l'écosystème. Et merci pour ton temps. Merci à toi.